Bonjour, je m'appelle Karine Godreau, je suis travailleuse sociale au CIUS de la capitale nationale. Je suis intervenante principalement auprès d'une clientèle qui a des troubles graves de santé mentale, qui présentent des troubles graves. Et puis depuis une dizaine d'années, je m'intéresse plus particulièrement à ceux qui présentent aussi des troubles d'utilisation de substances de façon concomitante. Un intérêt assez marqué pour m'en aller faire la maîtrise d'intervention en toxicomanie à l'Université de Sherbrooke, puis maintenant d'être étudiante au doctorat, en fait, où est-ce que je m'intéresse à cette clientèle-là. Puis la motivation, en fait, pourquoi ils devraient changer par rapport à leur trouble d'utilisation de substances. Et pourquoi s'intéresser à cette clientèle-là? En fait, c'est très intéressant dans le sens que les gens qui vont présenter des troubles de santé mentale vont développer malheureusement beaucoup des troubles d'utilisation de substances de façon concomitante. On en a plus de la moitié. En fait, ça dépend des troubles, mais si on regarde pour les troubles psychotiques, c'est presque les 2/3 dans certaines études. Si on regarde antisocial, 80%, troubles bipolaires aussi, dans les troubles de l'humeur, du 20-25%. Alors, reste que c'est une prévalence qui est très, très, très élevée et qui a quand même des impacts de façon marquée dans différents domaines. La première, c'est comme intervenant. T'sais, nous, quand on va mettre en pratique des pratiques, on va vouloir travailler de façon thérapeutique avec eux, mais ça peut compliquer les traitements, en fait. Quand on va essayer de créer des liens aussi, ça peut devenir un petit peu plus complexe. Et puis, ne serait-ce que pour dans la pratique, dans la façon de donner des soins. Des fois, on a un objectif précis avec notre client, mais il y a toute une équipe multidisciplinaire autour du client. Et puis, travailler ensemble, ça va nous inviter à faire des services collaboratifs auprès de cette clientèle-là. Ils nécessitent une certaine intensité de service. Souvent, ils ont l'intensité de service, mais on ne collabore pas. Fait que chacun fait un peu ses choses de son côté, fait en sorte que notre client devient un peu plus mêlé dans tout ce qu'on fait. Des fois, on va peut-être même être contre-thérapeutique. Donc, comment on peut mieux travailler? Fait que ça a de l'impact majeur dans différents domaines. Est-ce que toute consommation d'alcool ou de drogue, Karine, devrait nous préoccuper? Ou est-ce qu'il y a certaines consommations qui sont plutôt inoffensives ou banales? C'est une excellente question. Ça va dépendre souvent peut-être de la problématique de santé mentale qu'on a. Personnellement, moi, je crois que ça a de l'impact dans tous les cas, en fait. Des fois, on a un trouble qui va nous arriver, puis un accident de voiture, quelque chose, et puis on va développer les deux troubles. Je vais avoir un trouble d'adaptation, je vais faire une dépression sévère, je vais mettre de l'alcool parce que je ne sais plus trop comment gérer ces émotions-là. Des fois, il va y en avoir un qui va amener l'autre. Par exemple, des personnes qui vont présenter des troubles psychotiques qui vont se mettre à consommer par la suite pour diminuer les symptômes. Des fois, on a le contraire. On a des gens qui vont consommer beaucoup puis qui vont développer une problématique de santé mentale. Il y a un autre modèle que vous avez lu dans votre texte probablement, c'est que les deux existent de façon parallèle, mais en santé mentale, malheureusement, c'est un très faible pourcentage qui est comme ça. Souvent, ils ont tellement d'impact dans leur vie du problème de santé mentale que les deux vont être interreliés, en fait. On n'a pas le choix de s'y intéresser. Par exemple, financièrement, nos clients qui présentent des problèmes de santé mentale, qu'ils soient en arrêt de travail ou qu'ils soient sur des programmes sociaux, ils ont beaucoup moins d'argent, en fait, que la moyenne de la population. Donc, si je mets de l'argent là-dedans, ça va minimiser le fait que j'utilise l'argent pour autre chose. Mais même chose pour l'occupation, pour le temps. Des fois, on a moins de motivation à sortir, moins de motivation à faire des activités, ou on a une énergie qui est plus limitée. Donc, si j'en mets là-dedans, je vais mettre des choses de côté. Même chose dans mes rapports sociaux. Si je suis avec des gens, des fois, je vais peut-être un peu plus limitée, genre le moins le goût des voir ou je vais être moins invitée. Puis, ça va être la même chose aussi, la consommation va nous rendre plus irritables ou plus en difficulté ou genre plus de peurs qui sont liées à ça. Donc, il faut s'y intéresser, veux pas, parce que quoi que je travaille, dans le fond, ça a tellement d'impact avec la santé mentale dans mes ressources plus limitées que j'ai comme pas le choix de m'y intéresser parce que ça va avoir de l'impact sur ce que je fais dans mon travail. Est-ce qu'il y a des indices particuliers qui devraient nous amener à suspecter qu'il y a un réel problème de consommation? Bien, pour moi, comme intervenante, ça fait quelques années quand même, pour moi, dès qu'il y a un problème de santé mentale, on devrait faire un dépistage systématique pour le trouble d'utilisation de substances. C'est comme chez les personnes âgées, on fait un dépistage automatique pour le diabète parce qu'on se dit qu'il y en a un petit peu plus à risque et tout et tout. Puis on n'a même pas la même prévalence que le trouble d'utilisation de substances en santé mentale, mais on fait du dépistage systématique. Mais ça devrait être pareil en santé mentale. On ne devrait pas se poser de questions, ça devrait faire partie du standard de toute notre évaluation en fait. Puis tout de suite après, quand il y a un trouble d'utilisation de substances, on devrait systématiquement questionner le suicide aussi, parce que c'est très, très élevé en santé mentale, mais aussi trouble d'utilisation de substances par le trouble concomitant. Ça devrait venir d'emblée ensemble.
Et puis après, ben, c'est de voir, peut-être que le client va pas tout nous dire les choses, peut-être qu'il va nous le dire. Puis c'est pas le fait qu'il nous l'ait dit ou pas qui fait la différence, mais plus le lien puis la qualité du lien. Parce que c'est ça qui va faire la différence quand on va vouloir travailler puis aborder cette problématique-là. Et puis une fois qu'on a fait le dépistage qui devrait être systématique, ben, qu'est-ce qui devrait nous inquiéter un peu plus, c'est, ben, est-ce qu'il est plus absent, mon client? S'il est plus absent, j'ai pas de lien. Si j'ai pas de lien, j'arriverai pas à bien travailler avec lui. Fait que ça, de prime abord, ça devrait se questionner. La deuxième, on devrait voir, ben, c'est quoi la qualité de notre alliance quand on est ensemble? On est-tu capable de se dire toutes les choses? Puis vraiment, parce que ça aussi, ça va déterminer comment je vais pouvoir travailler avec lui. Puis si elle n'est pas là, c'est pas grave. Ça veut juste nous dire qu'il faut plus la construire ou il y a quelque chose qu'on doit travailler ensemble dans cette confiance-là. Puis c'est nous, l'intervenant, le responsable de la relation. Donc, comment je peux faire pour l'améliorer? Et puis après, c'est tous les divers symptômes. Il est-tu moins présent? Est-ce que quand il est présent, il est moins présent dans le sens qu'il n'est pas tout là? Il est-tu en état de consommation ou pas? Si c'est en état de consommation, je ne peux peut-être pas aussi bien travailler. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour faciliter ça? Après ça, on devrait se questionner sur toutes les pratiques à risque. T'sais, comment il consomme, dans quel contexte, est-ce que sa vie est en danger, sa sécurité est en danger. T'sais, si c'est par injection versus autre chose, est-ce qu'il y a de l'impact? Est-ce qu'il le fait avec d'autres? Est-ce que les quantités, il les connaît? Est-ce que c'est quelqu'un qui est impulsif ou pas? Fait que ça aussi, ça pourrait nous inquiéter. Et après, ben, c'est à quel point ça interfère avec mon traitement. Est-ce que je suis capable de jouer un rôle santé avec lui ou pas? Et si c'est pas le cas, ben, qui pourrait être un collègue dans le fond? Est-ce que c'est peut-être pas des fois ma pratique? J'ai peut-être un client pour travailler une autre problématique, je ne travaillerai pas le trouble concomitant, mais peut-être je peux m'allier à un autre intervenant que c'est sa spécialité. Je vais rester dans mon champ, je vais rester là, je vais faciliter aussi la création d'alliances avec le prochain intervenant, mais au moins on travaillera en équipe, puis pour travailler de son côté, puis moi, mais au moins de concert. J'irais un petit peu plus vers ça, en fait, pour la sécurité. En fait, est-ce que tu pourrais nous parler davantage, Karine, de quels sont des outils de dépistage? Tu parles d'un dépistage thématique, mais avec quels outils on pourrait le faire, ce dépistage? Il y a un outil au Québec qui est très utilisé, c'est le débat, en fait. Puis on peut être formé au débat. Là, les intervenants de première ligne le sont souvent de façon systématique. Sinon, il y a des inscriptions dans toutes les CIS et les CIUS. Le débat, c'est un questionnaire qui, quelques questions, là, je dirais 5, 6, 8 là, de mémoire, et qui, à la fin, c'est assez simple, nous donne une cotation feu vert, feu jaune, feu rouge, en fait. Et puis, ça nous dit, bon, ben, c'est un client qui nécessite des services, puis de quelle intensité un petit peu que ça peut nous sembler. Puis souvent, c'est l'outil que vous allez pouvoir utiliser pour référer dans un centre de réadaptation à dépendance, par exemple. Sinon, un autre questionnaire qui est peut-être facile d'approche, qui en santé mentale fait très bien, c'est le questionnaire ACIS, qui est de l'Organisation mondiale de la santé. Celui-là, on n'a pas besoin d'être formé. Il y a un guide sur Internet qui est assez simple. Puis il nous permet d'avoir une première question aussi pour filtrer, oui ou non, je passe l'ensemble du questionnaire. Et peut-être qui pourrait être intéressant pour les ergos, ça nous donne un résultat par substance. Puis dépendamment de quel type de substance, bien, ça peut nous parler, est-ce qu'il y a plus de chute, est-ce qu'il y a plus de types à m'inquiéter, est-ce qu'il va plus fonctionner, est-ce qu'au niveau cognitif va avoir plus d'impact ou pas. Donc ça pourrait être un autre questionnaire qui pourrait être intéressant. Supposons qu'on détecte qu'il y a un problème de consommation. Quelles sont les interventions qui pourraient être intégrées dans la pratique courante en réadaptation? La première des affaires, j'en parle depuis tantôt, le lien, c'est sûr et certain. Ça prend une bonne alliance pour pouvoir travailler ça. Faut se rappeler que souvent, quand j'ai un trouble d'utilisation de substance, bien, je suis honteux. C'est quelque chose qui est extrêmement complexe et difficile à régler. S'il n'y aurait pas besoin d'aide, on le ferait tout seul en fait. Ça serait simple. Mais changer, c'est difficile. Puis l'utilisation de substances souvent va nous servir à quelque chose dans notre vie. C'est une béquille qu'on a besoin pour fonctionner. Et j'en connais pas de clients qui n'ont pas essayé de diminuer, qui n'ont pas essayé d'arrêter. Même ceux qui me disent, Karine, tu sais, j'aime ça, ils finissent toujours par me dire, en fait, je peux plus m'en passer. C'est quand c'est rendu dans le trouble d'utilisation de substance, c'est que souvent on a essayé d'arrêter, on a essayé de diminuer, puis on le sait bien que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais c'est présentement ce qu'on trouve de bien actuellement pour passer au travers de quelque chose ou pour diminuer nos symptômes ou nos difficultés. Donc, la honte est souvent très importante. Ils sont déjà victimes de stigmas pour d'autres troubles comme la santé mentale. Donc, celui-là vient se surajouter. Fait que ça devient extrêmement complexe puis on se sent souvent mis de côté. Donc, d'emblée, d'avoir de l'empathie, d'avoir un accueil bienveillant, de vouloir créer un lien. Puis
puis de dédramatiser cette consommation-là. Je pense que c'est de l'élément essentiel. D'avoir une curiosité, mais une curiosité qui est bienveillante. T'sais. Donc, à quoi ça ressemble? C'est quoi vos bonnes journées? C'est quoi vos pires journées de consommation? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble pour que ça fonctionne au mieux? Donc, d'avoir cet accueil-là sans jugement serait de prime abord, je pense, la chose la plus importante à faire. Puis pour le reste, bon, on va travailler à quoi ça sert, comment on peut trouver autre chose, des alternatives. Des fois, dans notre rôle, c'est peut-être pas notre rôle, mais on peut de travailler le trouble d'utilisation de substances, mais on peut peut-être travailler à qu'est-ce qui serait une saine compétition dans la vie de cette personne-là à la consommation. Donc, si je pense à de la douleur, bien, c'est quoi les moments qu'il n'y a pas de douleur? C'est quoi les activités qu'on fait qui la diminuent? Comment on pourrait les multiplier dans un horaire? C'est qui les gens autour de vous qui sont sains, avec lesquels vous passez des bons moments, qui ne sont pas des moments de consommation, puis d'essayer de toutes les valoriser dans nos rencontres, ces moments-là, puis de rappeler les impacts. Donc, peut-être que la prochaine fois que j'aurai choisi une activité entre des pairs qui consomment et qui ne consomment pas, je pourrais facilement peut-être s'y retourner. Au moins, il y aura une empreinte positive qui aura été discutée avec l'intervenant. Et à quel moment, Karine, tu dirais qu'il y a une indication d'orienter la personne vers un centre de réadaptation en dépendance? Bien, si on parle qui répond aux critères diagnostiques du trouble d'utilisation de substance, bien, notre collaborateur du CRD va être une excellente personne. C'est sûr que là, peut-être que le client ne voudra pas, peut-être que le client ne sera pas motivé, puis c'est correct. Dans le fond, la majorité des personnes qui consomment, si on prend 100 personnes, bien, puis qui répondent aux critères, on va leur demander qui, dans ces 100 personnes-là, qui pense qu'ils devraient faire une action pour régler ça, au moins une démarche. Bien, on est autour de 3 à 5 des gens qui vont dire oui, il faudrait que je le fasse là. Donc, d'emblée, dès qu'il y a un trouble d'utilisation de substance, la motivation devrait faire partie de tous les plans d'intervention. T'sais. Donc, qui nous disent qu'il n'est pas prêt, bien, c'est correct, ça fait juste partie d'un client normal. On a un client régulier. Il fait partie du 97% normal de clients par rapport au trouble d'utilisation de substance. Donc, d'emblée, cette motivation-là, elle est à travailler. Donc, c'est quoi que vous vivez actuellement, c'est quoi vous voudriez vivre, de faire penser à ce qu'il voudrait vivre, en quoi que c'est peut-être en désaccord avec ses valeurs fondamentales, en ce qu'il vit, ce qu'il se voit vivre, dans ce qui est important pour lui. Donc, c'est tous ces petits moments-là, bien, c'est de travailler justement cette motivation-là. Qu'est-ce qu'il veut de plus dans sa vie? Qu'est-ce qu'il voudrait de différent? Comment il se voyait à cet âge-là? Dans 5 ans, comment il voudrait se voir? Là, je suis sûre que vous voyez l'entretien motivationnel sortir, mais veut pas, la motivation, elle fait partie de tous les traitements qu'on devrait réfléchir en trouble d'utilisation de substance. C'est qu'une fois qu'on a fait ça, c'est d'essayer de travailler à son collègue, d'avoir un nom, de savoir, de simplifier la référence dans le fond, mais dès qu'on répond aux critères ou dès qu'on est inquiet sur la sécurité, sur le nombre de consommations, on devrait le réfléchir. Et si c'est une consommation qui est quelques jours dans le mois, qui a plus ou moins d'impact, mais en même temps, la santé mentale, ça a tellement vite de l'impact, la consommation, bien peut-être qu'un collègue de la première ligne pourrait nous aider. Puis peut-être que le collègue va plus faire réfléchir la personne, puis moi, je me concentrerai sur mon traitement, mais je pourrais aussi en même temps être en soutien, puis de rappeler, bien, comment ça s'est passé la rencontre, de quoi avez-vous discuté, oui, comment ça en pensé, puis venir appuyer un collègue qui, fort probablement, va appuyer de votre côté aussi la même chose pour votre traitement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de, concrètement, ça ressemble à qui ce collègue-là? Ce serait qui on peut appeler au niveau de la première ligne, au niveau du centre de réadaptation? Au centre de réadaptation, à l'accueil, il y a des intervenants qui sont spécialisés justement là-dedans, qui passent des centaines de milliers de rencontres par année justement sur l'évaluation. Et c'est un numéro aussi, quand vous appelez au numéro général du centre de réadaptation dépendance, vous avez un spécialiste qui peut aussi vous rappeler si vous avez des conseils ou des demandes à faire. Et dans les centres, dans les C3S, dans les centres de première ligne, il y a des spécialistes en toxico de première ligne. En fait, quand on appelle au numéro à l'accueil général, on peut demander de parler à cette personne-là. C'est l'intervenant dédié. L'intervenant dédié peut répondre à nos questions, faciliter les références aussi. Donc, normalement, il n'y a pas tant d'attente au départ. L'ensemble des CRD du Québec font souvent des groupes justement de motivation, de préparation au traitement. Donc, ils vont justement aider notre client à être un petit peu plus prêt pour la thérapie et éventuellement l'envoyer vers la bonne thérapie. Puis c'est la même chose dans ces 3S. Ils vont offrir des fois des traitements semi-autonomes, autonomes, de groupe, individuels. Fait que ça nous fait des intervenants en soutien. Est-ce que tu penses à d'autres enjeux, Karine, en lien avec la consommation d'alcool ou de drogue, qu'il faudrait garder à l'esprit, par exemple, en lien avec la légalisation du cannabis ou d'autres choses?
C'est une question super intéressante pour le cannabis, qui est très à la mode ces temps-ci comme question. De prime abord, ça ne change pas tant de choses que ça pour le travail en trouble d'utilisation de substances, parce que qu'elle soit rendue légale ou pas, peut-être qu'il va y en avoir un peu plus de consommation dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, et en même temps, l'alcool est déjà légal, puis il y a des impacts, les médicaments sans ordonnance sur les tablettes qu'on prend à d'autres fins sont également disponibles. Donc, concrètement, en fait, c'est pas tant d'en prendre ou de pas en prendre, c'est quand on en prend puis ça a de l'impact sur notre vie, ou que nous, des fois, on va avoir de l'impact de façon peut-être plus rapide qu'une personne de la population générale. Fait que pour le cannabis, peut-être qu'il va y avoir une curiosité plus élevée pour les prochains mois, mais ça ne change pas que s'il y a plein d'impact dans la vie de la personne, comme ça pourrait être le cas avec l'alcool, mais on va intervenir quand même de la même façon, en fait. Donc, pour ce bout-là, c'est peut-être plus comment, comme société, on va s'adapter à cette nouvelle légalisation-là versus le travail, versus les chutes, versus les admissions à l'urgence, quoi que ce soit. Mais concrètement, ça ne changera pas. Il y a déjà plein de substances légales pour lesquelles les gens ont des impacts. Est-ce que tu aurais envie de nous parler peut-être de un peu ta position face à l'alcool ou les drogues comme automédication? Comment on devrait faire face à la situation lorsqu'on voit que c'est cet enjeu-là qui est soulevé? Oui, c'est intéressant parce que souvent en santé, notre rôle santé fait en sorte qu'on a beaucoup l'impression que la consommation vient pour pallier des symptômes de la maladie de la personne. C'est une des raisons, en fait. Il y a autant de raisons que de personnes, mais c'est une des béquilles majeures qu'on voit beaucoup en santé, par exemple. Quand on s'intéresse de plus près aux troubles concomitants, on se rend compte que oui, il y a celle-là. Puis nos clients, ils vont nous le dire. Je pense à une recherche qu'on a faite ici chez les gens en rétablissement qui avaient le trouble concomitant, puis ils nous disaient, bien, pour que ça se passe bien, il faut que mon problème de santé mentale soit plus stable. Et j'ai l'impression que c'est la même chose dans d'autres problématiques, peut-être physiques ou quoi que ce soit. Il faut que les symptômes soient un peu plus stables pour que je puisse penser à abandonner cette substance-là si elle me fait du bien comme béquille dans ce domaine-là. Il y a celle-là, mais en trouble concomitant, il y a comme 7 grands leviers. Il y en a une qui est sur la partie du symptôme, effectivement, de la maladie. Il y en a un autre sur ce que j'en pense de cette maladie-là, comment je le vois, puis comment je m'y adapte, par exemple. Si j'ai des grandes douleurs ou si j'ai un trouble de personnalité, qu'est-ce que j'en comprends et qu'est-ce que j'ai le goût de faire avec ça aussi, ce qui est le deuxième grand levier. On en a 2 autres qui sont les stresseurs internes et les stresseurs externes. Stresseur interne, c'est quoi peut-être que j'ai de l'image de moi maintenant? Je suis plus capable de travailler ou travailler de façon limitée. Si j'ai perdu un emploi, j'ai perdu un conjoint, puis qu'est-ce que moi, la petite voix interne à l'intérieur de moi me dit? T'sais? Je me dis que je ne suis pas bon, que je ne serai plus jamais capable, que je ne vaux plus rien. Bien, ces voix-là, il faut qu'elles soient traitées. Peut-être que l'alcool va venir les freiner, par exemple, pour quelqu'un qui a des douleurs et qui a abandonné un emploi. Et ça, il faut travailler ça chez la personne, c'est présent. Des fois, les stresseurs externes. J'ai des problèmes financiers, j'ai la pression de mon médecin, ma conjointe en peut plus. C'est le genre de stresseur aussi qui va faire travailler si on veut que la substance puisse changer autre chose, que ce soit plus une béquille pour ceux-là. Après ça, on a les liens, les réseaux sociaux. Des fois, on a des réseaux sociaux qui sont pro-consommation. Et là, si on ne travaille pas ça, bien, à ce moment-là, je vais retourner toujours vers mes pairs, puis c'est important d'être entouré. Mais des fois, on a des pairs qui sont contre la consommation. Et ça, c'est un levier aussi, parce que quand les gens autour de nous ne sont pas pour la consommation de façon abusive ou problématique, bien, ça va faire une compétition. L'autre, c'est comment j'occupe mon temps. C'est quoi mon rôle actif, en fait? Donc, si j'ai beaucoup de place pour la consommation, bien, je vais y retourner. Mais si je fais une saine compétition en multipliant les activités qui sont positives et favorables, bien là, à ce moment-là, j'ai moins de temps. L'horaire n'est pas souple. Il y a un nombre d'heures limité par semaine. Et donc, je risque de multiplier ces moments-là, ce que je ne vais pas consommer. Et la dernière boîte, c'est toutes les capacités de résolution de problèmes. Comment je peux trouver des alternatives à la consommation, à cette béquille-là, plutôt que dès qu'il y a un stresseur, quelque chose qui m'inquiète, d'y retourner comme automatisme, en fait. Donc, de réfléchir, c'est quoi les impacts, où est-ce qu'on en est, de repasser beaucoup par le préfrontal là, pour régler mes problèmes. Fait que c'est 7 leviers. En santé, on est habitué plus dans la partie symptômes, maladies, automédication, mais il y en a d'autres aussi. Des fois, je vais travailler le trouble concomitant, puis j'aurais même pas parlé de consommation, mais en favorisant d'autres alternatives, favorisant des liens plus pro-non-consommation, là, bien, juste travailler ces 2 boîtes-là, puis je vais faire en sorte que des leviers vont faire changer autre chose. Donc, des fois, c'est plus large. Des fois, c'est des petites interventions de façon informelle en faisant un traitement
rappelez-moi, vous avez fait telle activité, vous avez prévu ça avec votre conjointe, il se passait ça, ça devait être OK, dans un endroit qui est plus sec, il n'y a pas d'alcool, comment ça s'est passé? Et je vais en parler tout le long de mon traitement, puis je vais peut-être favoriser que la semaine prochaine, il y ait un souvenir encore plus favorable de ça qui aurait été mis en place, puis il y aura peut-être une autre position sur les quilles, puis une troisième, puis une quatrième, puis finalement, le vendredi soir, parce que je partais pour la dérape toute la fin de semaine, ben peut-être que ça va se tasser aussi. Je vais vivre autre chose, puis ça va se faire tout seul. Est-ce que un conseil qui te viendrait à l'esprit pour les professionnels de la réadaptation qui t'écoutent et qui se préoccupent et qui ne se sentent pas toujours outillés face aux problèmes de consommation? Je parlais tantôt d'avoir une curiosité bienveillante, je retournerais vers ça. D'être vraiment ouvert, de créer le lien. Ça n'a pas besoin d'être une feuille, ça n'a pas besoin d'être un formulaire, des fois le trouble d'utilisation de substances, mais bien d'être bienveillant, de vouloir le bien, d'avoir cet accueil-là inconditionnel face aux clients, d'avoir cette ouverture-là. S'il prend de l'alcool puis il tombe, c'est pas contre nous, c'est pas contre notre traitement, c'est qu'il a senti qu'il en avait besoin à ce moment-là. Donc, juste d'ouvrir, de questionner puis de voir bien, la prochaine fois, qu'est-ce que tu as le goût de vivre à la place ou de vouloir faire différemment, sans l'imposer, juste le réfléchir, d'avoir cet accueil-là. Et puis, le client est aussi mal pris qu'on peut l'être, nous aussi, souvent dans leurs problématiques. Donc, d'avoir cet accueil-là, je pense, sans jugement, qui vivent déjà partout ailleurs, mais ça peut faire toute la différence. Des fois, c'est une petite phrase rajoutée à la petite phrase de l'autre, puis à la petite phrase de l'autre qui va faire toute la différence. Donc, comment qu'on peut soutenir notre client pour aller plus loin? Juste ça en partant, ça ferait toute la différence pour bien du monde. Là. Merci beaucoup.